Bonjour à tous. Pour la fin de l'année, j'ai décidé de vous faire un petit plaisir et de vous offrir quelque chose que vous m'avez demandé depuis longtemps, un retour sur la saga Harry Potter. Incendio! Il y a peu de films qui peuvent se vanter d'avoir marqué l'industrie cinématographique. En ce qui concerne la saga Harry Potter, la question ne se pose même pas. Tout dans cette saga est marqué par la démesure. Ayant germé au début des années 90 dans l'esprit de J.K. Rowling, qui à l'époque essayait de se remettre de son divorce et aujourd'hui se félicite de s'être fait larguer avant que son ex ait pu lui réclamer du pognon, les 7 livres retracent les aventures de Harry, ses amis Ron et Hermione dans le monde de la magie et leur lutte de 7 ans contre celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ce qui est beaucoup trop long et chiant à écrire, donc je vais dire Voldemort. Un Voldy. Ah, très bien, mon petit sucre. Immédiatement, un producteur britannique du nom de David Heyman se montre très intéressé par les droits, en faisant la promesse à l'écrivaine d'une adaptation fidèle et sur laquelle elle aurait son droit de veto. Et coup de bol, elle comprend que le cinéma et la littérature sont deux médiums différents et que des coupes drastiques vont devoir être faites. Ce qui lui prend 2 lignes à écrire peut parfois prendre 2 semaines de travail, une équipe de 200 personnes mobilisées et des défis techniques totalement nouveaux. La Pottermania s'empare alors du cinéma, d'autant qu'elle s'écrit en parallèle avec la fin de la saga en livre. Ce sera probablement l'un des projets les plus pharaoniques et les plus osés de ces dernières années. 8 films ayant ramené un total de 7,7 milliards sur 10 ans, plus de 700 personnes entre les artisans, les techniciens et les infographistes, des films de presque 3 heures, bref, un monstre. Pour prendre en main une telle entreprise, David Heyman et J.K. Rowling ont mis sur les rotules 4 réalisateurs aux intentions assez différentes, mais travaillant toujours au respect d'une certaine continuité, de Chris Columbus, le spécialiste du film pour enfants, à David Yates sorti de nulle part et travaillant le réalisme, en passant par le très anglais Mike Newell et le très mexicain Alfonso Cuarón. La saga n'a pas laissé grand monde indifférent à sa sortie, et je vous rassure tout de suite, moi non plus. J'ai cependant mon petit avis et il comporte son lot de divergences avec la vie générale. Pour commencer, je suis ravi du travail d'adaptation. Le projet est extraordinaire. À mon sens, une des plus pures expressions de cet éternel conflit intérieur du cinéma. Être à la fois un art et une industrie. La saga a été lancée au début des années 2000 et a presque tout changé à Hollywood. On commençait tout juste à ce moment à faire des films basés sur les effets spéciaux, qui encore une fois n'ont été démocratisés que 8 ans plus tôt par Jurassic Park. C'était donc une technologie encore très jeune, mais que les films ont aidé à faire évoluer autant qu'elle a évolué avec les films. Il faut faire preuve d'ingéniosité au début, comme le montre la scène du troll dans l'école des sorciers. Mélange à la fois d'un modèle numérique, d'interaction avec des accessoires, effets et mécanismes réels, et même d'une version animatronique, bien qu'elle ne serve qu'au plan large et ne bouge qu'une fois. Même chose avec Aragog. Alors comparé à ce genre d'effet en fin de saga, on voit qu'il y a du progrès. C'est ainsi qu'il commence avec un Poudlard en maquette réelle dans les premiers films, avant d'avoir un premier décor entièrement numérique dans l'Ordre du Phénix avec la Salle des Prophéties, et de finir avec un château entièrement numérique dans les Reliques de la Mort. C'est également le projet pionnier de la vague d'adaptation de romans littérature jeunesse, même si le point fort d'Harry Potter est d'être bien plus centré sur les personnages que sur l'histoire au sens large, et que la saga progresse en maturité à mesure que les films avancent. Ce qui est bien, et pas bien à la fois. Je trouve par exemple que la représentation de la forêt interdite est bien trop édulcorée dans les 2 premiers films. Des arbres pas trop épais, bien espacés, sans branches, histoire d'avoir une visibilité parfaite, renforcés par une lumière de la lune particulièrement forte. Juste pour le choc, forêt du premier film, forêt des reliques de la mort. Quand même, quoi. A contrario, la représentation des banquets dans la salle commune perd un peu plus à chaque film de son côté lieu d'émerveillement pour les jeunes enfants, notamment sur ce qui concerne les fantômes. Quand Harry, Ron et Hermione arrivent, ils ont droit aux fantômes farceurs et à toutes les merveilles de Poudlard, mais à partir du 4e film, tout esprit qui n'a pas d'utilité scénaristique, comme Amy Géniard ou la Dame Grise, disparaît totalement du film. Je comprends l'évolution du climat de tension à partir du 4, mais après tout, ils ne disparaissent pas des livres et on pouvait les garder sans réduire la gravité des scènes, comme dans cette scène d'Harry Potter à l'école des sorciers. Je ne regrette cela dit en aucun cas l'absence de Peeves, qui en termes cinématographiques se serait résumé à un comic relief et peu intéressant, ce dont ils se sont probablement rendus compte quand ils ont tourné les scènes, puisqu'elles ont été tournées pour le premier film. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que quelque chose passe à l'écrit que ça passe à l'écran. Par exemple, tous les bouquins se terminaient en décrivant le retour d'Harry chez les Dursley, ce qu'aucun des 8 films n'a jamais montré. Pourquoi ? Parce que si les films se terminaient ainsi, ils termineraient sur une note négative, un retour à la case départ, qui casserait le sentiment que quelque chose a été accompli pendant le film. Je reviendrai plus en détail sur les points spécifiques à chaque épisode quand on passera au cas par cas, mais gardez en tête que je ne peux pas parler du déplacement de chaque virgule, sinon la vidéo fera 70 heures. Ce que les films ont aussi eu de marquant, qui a donné d'autant plus l'impression que la saga évolue avec son public, et qui est une vraie démarche artistique au milieu de cette colossale machine à brasser du pognon, d'autant que les studios ont failli les laisser tomber entre chaque tournage, le casting n'a pas changé pendant 10 ans. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, et bien entendu le fantasme de toute une génération de jeunes hommes et probablement de jeunes lesbiennes Emma Watson, ont grandi et se sont améliorés en tant qu'acteurs en même temps que leur public a mûri. Pas seulement eux d'ailleurs, mais aussi les figurants et acteurs qui jouent les autres élèves et professeurs. C'est donc un projet d'envergure, mais également artistique, puisqu'il s'agit de créer, ou plutôt de recréer selon les indications données par J.K. Rowling, un univers fictif extrêmement riche. Plongeons au cœur du sujet.
C'est Chris Columbus qui se chargera de porter pour la première fois le roman à l'écran avec le premier en 2001 et le suivant l'année d'après. Harry Potter à l'école des sorciers est l'opus, autant en livre qu'en film, que j'aime le moins. Le bouquin était tellement orienté pour les plus jeunes que même à 11 ans j'ai dû le balancer à l'autre bout de ma chambre, et le film, bien que d'une excellente facture, n'est pas exempt de défauts. Je préfère le deuxième, plus centré sur les personnages et plus sombre. Le premier défaut concerne l'adaptation, puisque la force et la faiblesse de ce démarrage, c'est de coller au livre à quasi 100%. La plupart des éléments changés sont mineurs, comme les acteurs, et ne concernent que quelques péripéties, la structure du récit restant grosso modo inchangée. Le travail d'adaptation consistera par exemple à réduire le nombre de personnages et d'intrigues en les supprimant ou en les réunissant, une quête constante du scénariste Steve Kloves en accord avec l'auteuse et le réalisateur. Ce qui explique d'avoir supprimé l'ami de Dudley et les scènes de la marchande de glace ou du restaurant au zoo, afin de résumer la visite en une seule scène et que l'introduction ne traîne pas en longueur. C'est pour ça aussi que Harry et Drago ne se rencontrent qu'au château et non en deux temps, au chemin de traverse puis dans le train. Le voyage est déjà séparé en deux parties, la première pour la rencontre entre Harry et Ron, et la deuxième dans la continuité lorsque Hermione va terminer le trio. Si la rencontre avec Drago avait été rajoutée, trop de choses se seraient passées dans le train. Or, les films doivent être des divertissements pour enfants dans un univers de fantasy, et mieux vaut varier régulièrement les lieux. Mais pourquoi pas au chemin de traverse alors? D'une part parce qu'à ce moment du film, nous sommes encore dans l'exposition de base de l'univers. Hagrid lui a à peine parlé de ses parents, de la magie, de Poudlard, etc. C'est trop tôt pour déjà installer la rivalité entre des personnages qui auront tout le temps de la développer dans les autres films, contrairement à Quirrell. De plus, cela leur a amené à créer un décor supplémentaire. Alors certes, le film veut montrer le plus de décors possible différents, mais il a un budget quand même. Aucun événement important ne se déroule dans ce lieu, une seule autre scène mineure dans le 6e livre qui n'était pas encore écrit à l'époque, et surtout, c'est le premier film. Beaucoup des décors créés l'ont été avec l'idée qu'ils allaient devoir durer 8 ans au minimum, 10 ans au final, et donc ils n'ont pas été construits à la va-vite. La rue principale, le magasin d'Ollivanders et Gringotts devaient être obligatoirement construits, car il fallait absolument présenter la baguette de Harry pour la suite de l'histoire, de même que la banque. Mais le magasin des uniformes, on s'en fout un peu, et on peut imaginer que Poudlard les fournit si on ne connaît pas les livres. Vous remarquerez d'ailleurs que tous les élèves au-delà de la première année dans les scènes de repas, ainsi que la quasi-totalité des sorcières et sorciers au chemin de traverse, portent des chapeaux pointus. Ils ont été totalement abandonnés dès le 3e film, probablement parce que c'était moche. Mais peut-être que le Karl Lagerfeld local a déclaré que c'était devenu totalement passé de mode, c'est ringard, c'est populaire, c'est inesthétique, et puis en plus ça fait passer pour un con. Mais moi ce qui me déplaît, c'est justement plutôt que Columbus a tellement tenu à rester fidèle au contenu des livres qu'il n'a basé ses films que sur l'histoire. Et c'est con parce que justement si cette histoire emportait autant de gens, c'est parce qu'on adorait les personnages. Ici, les seuls moments où ils font preuve de personnalité, c'est quand ça sert le récit. Hermione qui fait la tête pour être secourue avec le troll une scène plus loin, ou encore le miroir qui, s'il n'était pas essentiel à l'intrigue, aurait été viré. La preuve, la seule scène où Harry et Ron discutent de l'impact qu'a eu le miroir a été coupée du montage final. Ça faisait une pause dans le récit. Idem pour les scènes où ce sont les camarades de nos héros qui sont importants. Ça me paraît dommage car toute l'idée empruntée par l'adaptation, c'est de raconter l'aventure uniquement du point de vue de Harry, et ça a été décidé pour mettre l'accent sur le caractère et la personnalité des personnages. C'est ballot d'en être éloigné alors qu'il s'agit de l'introduction de la saga, surtout qu'à cela s'ajoute la mise en scène. Chris Columbus, c'est un peu comme George Lucas ou David Fincher, quelque chose de très académique, qui, comme son expérience sur des films pour enfants comme Maman j'ai raté l'avion 1 ou 2 ou Madame Doubtfire, a probablement mis la Warner en confiance pour lancer la saga, mais qui n'a rien de sensationnel à regarder, en particulier si on le compare aux suites. C'est un film de machinerie pour commencer. Tous les plans sont faits avec la caméra sur un trépied, pour les plans fixes ou ne nécessitant qu'un léger cadrage ou un panoramique, et avec moult renforts de chariots de travelling ou de grues. On peut dire que c'est basique car c'est la machinerie utilisée depuis les débuts du cinéma, fin 1890, jusqu'à l'invention de caméras vraiment plus légères dans les années 60-70. La grammaire cinématographique employée aussi ne concerne que le plus basique. Champ contre champ sur tous les dialogues, insert sur tous les objets importants, des zooms que je déteste tant pour marquer les moments dramatiques, effets visuels basiques sur les séquences de flashback, images saccadées, étirées ou avec un filtre sépia, plongée et contre-plongée pour marquer le côté grandiose des décors ou l'aspect menaçant de Rogue. C'est un peu atténué, cela dit, par le fait que le film soit tourné en focale normale, qui rendent les distances de façon réaliste et ne sont pas très impressionnantes, surtout quand on l'utilise pour filmer en valeur très rapprochée, plan taille ou plan poitrine ou gros plan, des enfants qui font à peine 1,20 m. Ces deux éléments associés font que les trois héros par exemple ne sont filmés que s'ils sont dans une ligne parfaite. Toute autre configuration résulte en un champ contre champ, qui du coup sépare nos personnages visuellement au lieu de les réunir, et les exclut du décor de Poudlard à chaque fois qu'ils parlent, nous faisant oublier le grandiose des environnements contrairement à ce qu'aurait fait un plan large. D'autant plus regrettable que les décors sont grandioses et majestueux, et qu'on aimerait donc les voir un peu mieux, et que quand ils passent en focale large, ces cadres sont travaillés. Bien entendu, tout cela n'est pas fait par bêtise ou par manque de talent, c'est fait pour respecter une intention de réalisation. Ce que tous ces champs contre champs en gros plan retirent à la majesté des décors, ils l'ajoutent au dynamisme du montage. Par exemple, à la fin de la partie d'échecs, pas moins de 3 plans différents montrent l'épée du roi tombée. La multiplication des angles sur une même action montre son importance. Dans une conversation, comme dans la cabane où on a 2 plans relativement différents sur Hagrid, pourtant à la même valeur, l'un a été pensé pour filmer le dialogue, le deuxième pour cadrer son parapluie. Columbus a fait jouer la scène dans les 2 plans, afin de créer un montage qui évite les répétitions tout en restant très dynamique.
Il ajoute à cela d'avoir une foultitude de plans montrant uniquement les réactions des personnages à un décor, un sort, un sorcier, une créature, etc. Le spectateur, voyant les réactions des protagonistes, peut ainsi s'identifier à eux. Ces intentions de montage permettent de conserver le sentiment de grandiose malgré l'académisme de Columbus. Typique d'un réalisateur classique confronté à quelque chose qui n'a jamais été filmé, et c'est de là que vient mon rapprochement avec George Lucas, pour filmer les matchs de Quidditch, il s'est inspiré de ce qui avait été filmé avant et qui lui ressemblait le plus, un combat aérien. Les joueurs sont filmés comme s'ils étaient des avions en pleine manœuvre, et la scène du cognard dans les tranchées du terrain dans le deuxième film rappellera aux plus réceptifs d'entre vous une certaine scène de Star Wars. Le deuxième film d'ailleurs propose un peu plus de variété et de créativité. La meilleure maîtrise du numérique permet de créer des plans aériens plus esthétiques et impressionnants, mais les plans en image réelle bénéficient aussi de quelques steadicam ou caméra à épaule, et il va jouer sur les rotations et le déboulage de la caméra pour faire ressortir le malaise et le surnaturel. Dans ce deuxième épisode, on fait d'ailleurs la rencontre de Gilderoy Lockhart, le fameux professeur de défense contre les forces du mal si imbue de sa personne, joué par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh l'acteur, mais aussi le réalisateur. Vous voulez que je vous mindfuck un petit peu? Gilderoy Lockhart a donc réalisé le film Thor. Revenons enfin sur la musique qui est l'œuvre de John Williams, qui est juste le pape du néo-hollywoodisme moderne, et donc de la musique symphonique, et ben je vous avoue qu'il y a un peu de son travail sur les films qui me marque. Je ne peux que saluer cependant qu'il ait composé le thème principal qui regroupera toutes les musiques de la saga sous une même identité. Son style se limite ici simplement à accompagner l'action et peu de scènes lui permettent d'exprimer son lyrisme.